Le Premier ministre, on lui a redit ce que nous portons, on lui a dit qu'on était déjà rentré 4 fois dans ce bureau en 1 an, et que nos demandes étaient toujours les mêmes. Comment on traite les sujets d'urgence, la trésorerie, les problématiques sanitaires, comment on fait pour faciliter la vie des exploitants agricoles, tous les sujets de simplification et de surnormes dont on ne peut plus. Et puis on lui a demandé ensuite quel était le planning des lois, notamment la loi dont on parlera, la loi sur la simplification. On lui a dit qu'il y avait urgence et que pour nous, on avait besoin d'un budget pour que les 450 millions d'euros que nous avons négociés, FNSEA et JA, dans ce bureau... Qui passe à la trappe à cause de la censure. Absolument, soit effectif. Et on lui a dit qu'on aurait rendez-vous au Salon de l'Agriculture parce qu'évidemment, nous avons besoin de concret dans nos fermes. Vos opposants vous accusent parfois d'être le porte-parole, à travers la FNSEA, du lobby céréalier et de privilégier les plus grosses exploitations agricoles. Quel modèle est-ce que vous défendez à travers cette élection aux chambres d'agriculture ? D'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas un modèle en agriculture. Il suffit de connaître l'agriculture pour se rendre compte qu'il y a des modèles en agriculture et que la ferme que j'ai visitée dans le Lot-et-Garonne, dans un département détenu par la coordination rurale, n'est pas avec les mêmes problématiques quand on est chez un arboriculteur que quand on est chez un céréalier ou un éleveur. Et donc, l'idée qu'il y aurait un modèle en agriculture ne tient pas. En revanche, nous, on a une vision qui est celle de la croissance, du goût d'entreprendre en agriculture, faisant le constat qu'il y a des projets différents, des territoires différents, mais que tous doivent construire un projet assis sur la liberté d'entreprendre, sur la capacité à vivre, parce que nous assumons de dire qu'un agriculteur, c'est un entrepreneur du vivant, souvent dans une petite entreprise, à capitaux familiaux essentiellement en France, mais avec cette idée qu'on construit un avenir et qu'on construit là où on est dans son territoire. Et donc ce qui nous intéresse, nous, à travers ce mouvement important qu'on a vécu depuis 1 an, c'est de trouver des solutions concrètes. C'est ce qu'on a répété au Premier ministre, c'est ce qu'on porte à travers nos projets de loi, et c'est ce qu'on veut développer, parce que la colère n'est pas un projet, parce que le chaos, parce que le fait de vouloir affamer tel ou tel n'est pas un projet. C'est ça qu'on construit. Et la place des céréaliers au sein de la FNSEA ? Non, mais vous savez, la FNSEA, Christiane Lambert était éleveuse de porc. Avant elle, Jean-Michel Lemétayer était éleveur laitier. La FNSEA, elle regroupe toutes les productions, tous les territoires. Elle a une représentation territoriale et une représentation par secteur de production. Donc tout le monde est représenté à la FNSEA et vous avez montré la carte. Si tout le monde est là, c'est parce que tout le monde comprend l'intérêt, dans un moment où il y a 400 000 agriculteurs, de mesurer que les combats, ce n'est pas les combats entre nous, c'est les combats sur la problématique européenne ou la problématique nationale. Sur le Mercosur, clairement, la Confédération paysanne estime que vous ne le rejetez pas en bloc et qu'à condition d'avoir les fameuses clauses miroirs, la réciprocité, la traçabilité, il deviendrait acceptable cet accord. Non mais il suffit de lire et d'écouter ce qu'on dit depuis des mois. On a été très clair. Pour nous, le Mercosur, c'est non. Et je voudrais dire pourquoi c'est non. C'est non parce qu'on n'a pas de traçabilité. C'est non parce qu'on importe des denrées produites avec des matières actives ou des modes opératoires qui sont interdits en Europe. Et c'est non parce que ça ne respecte pas les accords de Paris. Donc il n'y a pas de oui mais ou de peut-être. Au même titre qu'on a dit qu'on n'était pas prêt à discuter d'une clause de compensation. Ce qui n'est pas vrai. Il y a eu un engagement sur les accords de Paris, dans le cas du Mercosur. Eh bien écoutez, ça m'intéresse beaucoup de l'avoir parce qu'au moment où je vous parle, même le gouvernement français ne l'a pas. Donc ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir. Mais soit dit en passant, au-delà, ce qui dépasse le Mercosur, c'est quelle position de l'agriculture vis-à-vis du commerce. Nous, on affirme qu'il faut continuer à commercer. Parce que, ça a été dit, quand on a du blé, quand on a des spiritueux, des vins, quand on a des produits laitiers transformés, quand on a de la génétique animale, il faut qu'on puisse commercer. Mais il faut le faire dans des conditions de réciprocité qui nécessitent que l'Europe se remette en cause et qui nécessitent qu'on contrôle ce qui arrive, que la balance commerciale agricole et agroalimentaire française, qui était très favorable il y a une quinzaine d'années, un peu supérieure à 10 milliards en fonction des années, est aujourd'hui quasiment réduite à 0. Nous avons perdu notre capacité productive. Le sujet de fond sur les questions de ce qui se produit ailleurs sur la planète, c'est est-ce qu'on est capable de garder en France ou pas une capacité productive ? Pas pour, comme je l'entends, faire du productivisme ou faire de l'exportation à tout crin. C'est que si on veut créer de la richesse dans un pays dont tout le monde a compris que le budget était arrivé au bout, on veut créer de la richesse, il faut qu'on arrive à produire. Donc produire et pour plus. Produire au moins autant, regardons les chiffres. Autant. On importe aujourd'hui 40% de nos légumes, 60% de nos fruits, 25% de notre viande bovine, 60% de notre viande ovine, 50% de nos poulets, et je pourrais continuer la liste. Nous avons besoin de produire avec des standards qui sont parmi les plus élevés de la planète en Europe, et on a besoin de le faire dans un cadre où on ne nous met pas en compétition avec des gens qui ne respectent pas nos règles. Et puis un petit mot, puisque j'ai été interpellé et que je voudrais répéter ici. Je préside au titre de la FNSEA le groupe Avril, puisque le groupe Avril est détenu par le monde agricole, est ancré avec des administrateurs qui viendront toujours de la FNSEA, et je le fais dans une entreprise qui ne verse pas de dividendes aux actionnaires,
qui réinvestit tout au profit de la ferme France, qui est au Brésil dans 19 pays. Tout ça est très transparent, il suffit de le garder. Donc pas de conflit d'intérêts possible. Qui vient d'investir en France dans une entreprise à Amiens qui fabrique des acides aminés pour l'élevage, qui est la dernière en Europe. Donc oui, nous assumons le fait de parler de souveraineté alimentaire. Pour nous, c'est vrai, Laurence Marandola a raison, ça n'est pas à l'échelle du canton ou de la commune, c'est à l'échelle d'une vision globale, mais redisons les chiffres. Nous perdons de la capacité de production et nous ne pouvons pas être mis en concurrence avec des produits qui ne respectent pas. Et c'est l'intérêt du consommateur demain d'avoir des produits de qualité dans son monde. D'abord, les prix planchers, ça ne fonctionne pas dans une économie telle que nous avons en Europe. Ça ne fonctionne pas, je vais essayer de vous répondre, ça ne fonctionne pas parce que soit le prix autour de nous est plus bas et tout le monde file acheter à côté, soit le prix est plus élevé, et le prix plus élevé devient un prix plancher. Donc le prix plancher devient un prix plafond, ça ne fonctionne pas dans nos économies. Est-ce que ça ne pose pas la question des centrales d'achat européennes, justement? Mais, entre autres, et d'ailleurs ça explique les raisons pour lesquelles nous on pense que Egalim n'est pas parfait, mais a quand même fait bouger les lignes, parce qu'on observe que la grande distribution est en train de bouger, y compris avec les centrales européennes, et on observe quand même que ça a permis de faire cesser la déflation. Est-ce que c'est assez? La réponse est non. Mais vous voyez bien que là, il y a un choix clair qui se propose aux agriculteurs. Soit on va, dans les deux cas, vers l'économie administrée, en disant il faut mettre des prix à telle date, je ne sais pas comment. Ce qui compte dans la PAC, et ce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est que la PAC, c'est la subvention de ce qu'ils ont dans leur assiette. Et que si on n'est pas subventionné, alors que tous les gros blocs mondiaux le font, alors on détruira notre agriculture. Après, on peut parler de la manière dont on répartit. Et nous, on n'est pas hostile à discuter. Il y a un débat, et je ne veux pas échapper à la question, entre les hectares versus les actifs. Enfin, même bon, je termine, Madame Marandola, et je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole dans un instant. Je veux dire qu'il faut qu'on soit vigilant, parce que les pays de l'Est de l'Europe ont beaucoup plus d'actifs que nous. Donc il faut quand même qu'on soit un tout petit peu vigilant. Et par ailleurs, ensuite, l'idée, c'est de finir la convergence et d'assurer que la PAC, qui est aujourd'hui économique, environnementale et sociétale, ne perde pas le volet économique. Voilà ce que nous portons et nous revendiquons, la corrélation à la production. Parce que je le redis, continuer à produire dans ce pays qui est en train de perdre sa capacité productive, c'est tout l'ambition. Et je crois que ça doit être l'ambition européenne. Les Américains, la semaine dernière, ont remis 100 milliards sur l'agriculture. Ne soyons pas naïfs, faisons en sorte que les Européens gardent une alimentation de qualité. Pour terminer, il faut des solutions pour les agriculteurs. Je suis allé en Dordogne et dans le Lot-et-Garonne, où les producteurs de noisettes me disent on est dans l'impasse. Si on n'a pas une matière active qui s'appelle l'acétamipride, qui est autorisée en Allemagne et en Italie, on ne produira plus en France. Ben ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'on a fait des efforts colossaux. Parce qu'on peut dire, voilà, pour répondre à votre question, si c'est de l'écologie politique qui est punitive, on n'en veut pas. Si c'est une écologie pragmatique qui permet d'apporter des solutions pour le du terrain et de continuer à produire en France une alimentation de qualité, alors on est prêt. Et moi, je voudrais dire que les agriculteurs sont ceux qui servent l'écologie, parce que qui est sur le terrain tous les jours? Qui a fait les efforts? Qui a diminué de manière substantielle les CMR1, les produits les plus dangereux des phytos, 95% de moins en 20 ans? C'est nous. Donc, ayons une vision pragmatique des choses. Nous, on a besoin de stocker de l'eau. On a besoin de continuer à avoir des matières actives pour pouvoir répondre. Comme les Français se soignent quand ils sont malades, on a besoin d'avoir du foncier disponible qui ne disparaît pas. On a besoin d'avoir des technologies. Je pense notamment aux nouvelles techniques de sélection génomique. Voilà. Et ça, c'est une écologie pratique, qui n'est pas une écologie de l'incantation, qui est une écologie du progrès enregistré. Et ça, vous le dites à Laurence Marandola, de la Confédération paysanne, droit dans les yeux. On fait une pause, ça suffit? Moi, je respecte les gens qui portent des projets différents. Nous n'avons pas le même projet que la Confédération paysanne. Je crois que tout le monde le sait. Moi, j'affirme ce qu'est notre vision et comment on imagine que demain, on a besoin de solutions. Quand vous mettez les gens dans l'impasse, vous faites de la paupérisation et vous importez l'étranger. Je pourrais vous parler de la cerise, je pourrais vous parler d'autre chose. Ça n'est pas la solution. Nous, notre doctrine, c'est pas d'interdiction sans solution. Voilà ce qu'on dit. Ne nous mettons pas dans des impasses. Non, mais aujourd'hui, on est en train de faire des recherches et les plus dangereux, c'est nous qui les utilisons. Donc, on n'a pas envie, évidemment, d'avoir un problème. On dit simplement qu'on ne peut pas nous mettre dans des impasses. Et le bio? Non, mais attendez, vous dites que vous dénoncez, vous regrettez cette censure. Mais bien sûr, on l'a dit pour une raison que je vais vous expliquer. Nous avons négocié dans le bureau du Premier ministre avec les jeunes agriculteurs 450 millions de mesures fiscales pour les agriculteurs. C'est nous qui les avons négociées. Pour tous les agriculteurs. Et on a fait 450 millions. Je suis désolé, mais quand on parle de retraite, ça concerne tous les agriculteurs. Quand on parle des dotations pour épargne de précaution, ça peut concerner tous les agriculteurs. Quand on parle de la taxe sur le foncier non bâti,
elle s'applique partout en France. 450 millions que nous avons négociés. Pour nous, c'est grave de ne pas avoir de budget, parce que ça veut dire qu'on n'a pas de solution concrète à proposer aux agriculteurs. Et on a dit au Premier ministre ce matin que pour nous, le budget, c'était une urgence totale. Voilà ce qui nous distingue, là encore. Après, il y en a qui pensent que c'est pas grave. Nous, pour nous, les 450 millions, il les faut rapidement dans les cours de ferme, parce qu'encore une fois, les retraites, le coût du travail et le travail occasionnel, ce que nous avons négocié, c'est ce que nous attendons, et il faut que ça aille. La FNSEA, d'abord, on s'adapte. On s'adapte à la réalité de ce qui nous entoure, et d'abord au climat. Et il n'y a pas d'agriculteur qui ne se soit pas adapté dans son assolement, dans la conduite de son troupeau, et ce que le président de la République dit, les agriculteurs l'ont observé depuis bien longtemps. Les moissons sont plus tôt, les fenaisons sont plus tôt, les vendanges sont plus tôt. Mais donc sur les s'adapter. cultures, est-ce qu'il va falloir changer les cultures en Non, mais France? c'est déjà fait. Vous voyez, les surfaces de tournesol sont en train de reprendre de la vigueur, et il s'en produit de plus en plus au nord de la France. Donc ce constat, il est fait, et nous sommes déjà en route. Donc changer de modèle agricole, en faisant basculer des cultures, notamment sur les céréales, c'est quelque chose que vous accompagnerez parce qu'il n'y a pas le choix. Non, mais, pardon, je t'en prie. mais évidemment qu'on va l'accompagner parce qu'au-delà de le subir, ce qu'on veut, c'est le préparer. Et c'est ce qu'on porte avec des plans et des contrats d'avenir notamment, ce qui permet d'avoir un diagnostic de ce qu'est la situation au moment de la transmission et même pendant la carrière de l'agriculteur pour repositionner nos outils agricoles, économiques sur les réalités climatiques. Et si on ne le fait pas, on rate l'enjeu. Donc on ne va pas attendre des injonctions des uns ou des autres. On le vit, on le fait, on le porte parce que c'est la réalité du terrain que vivent nos agriculteurs. Le réchauffement climatique, honnêtement, c'est une opportunité pour les agriculteurs? Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Ou de toute façon, ça va être dur, c'est une contrainte? Rapidement, et puis vous aurez le mot de conclusion. Non mais très rapidement, ça sera une opportunité si on est accompagné et si les pouvoirs publics se montrent à la hauteur de l'accompagnement, parce que la prise de conscience des agriculteurs, elle est déjà là. D'un mot? Évidemment, on y va. Encore une fois, l'agriculture est une solution, y compris pour nos concitoyens, en termes de décarbonation demain. Je crois qu'on est arrivé au moment du vote pour ces élections Chambre d'agriculture, et moi je voudrais dire que nous, on a un projet syndical qu'on a construit de longue date avec l'ensemble de notre réseau. Vous savez, c'est 1000 collaborateurs qui se lèvent tous les matins pour travailler à notre profit. C'est l'ensemble des équipes territoriales qui le font. Et moi, j'invite les électeurs à aller regarder ce que sont les projets. J'ai regardé les vôtres. Je crois que le nôtre est très différent, celui de la Confédération paysanne. Je n'ai pas vu sur le site de l'ACR leur projet. Je ne sais pas d'ailleurs quel est-il exactement. Ce qui compte pour nous, encore une fois, c'est ce goût d'entreprendre, c'est cette capacité à surmonter les épreuves, à donner de la visibilité, à structurer l'économie agricole pour que partout sur les territoires, avec des agricultures qui sont très différentes, on soit capable d'être fiers de continuer à produire. On n'a pas parlé du consommateur, je vais en dire un tout petit mot, parce qu'à la fin, c'est lui qui décide par son acte d'achat l'agriculture qu'il aura dans 10 ans, dans un bloc qui est aujourd'hui l'Europe, qu'on a besoin de challenger dans un contexte mondial difficile. Et pour ça, d'avoir des organisations qui travaillent, qui sont structurées, qui ont des racines profondes, ça donne du sens. Je crois qu'on est au moment du choix. Eh bien, il nous semble que c'est le choix de la FNSEA et des GIA.